Le président de la République devrait présenter sa nouvelle stratégie spatiale ce vendredi, alors que Bercy lançait en mars une mobilisation des acteurs publics et privés pour financer l'armement. La défense spatiale tient une place de choix dans ce salon ici au Bourget, mais aussi dans les débats publics. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons Nicolas Multan, directeur général d'Emeria. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue dans Smart Space. À vos côtés, Romain Luquen, directeur général et cofondateur d'Aldoria. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Space et à ma gauche, Vincent Dedieu, directeur général de Sodern. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez tous les trois affaire avec les ministères des Armées. On va revenir au cours de cette émission sur les technologies que vous proposez, évidemment. Il faut accélérer sur les technologies de défense et la conclusion de la plupart des États européens aujourd'hui, constat à la fois lié à l'évolution, évidemment, des technologies en orbite, à l'accélération des conflits ici sur Terre. Est-ce que dans les faits, cette urgence-là dont on parle beaucoup, elle est palpable dans votre secteur, dans le secteur de la défense spatiale, Vincent? Alors oui, on voit bien qu'il y a des enjeux de plus en plus forts, des demandes supplémentaires, des nouvelles menaces et des nouveaux besoins auxquels il faut répondre. Après, ce qui est difficile, c'est que c'est des sujets en plus à développer, à financer. Et donc toute la question à laquelle on est confronté dans le secteur en ce moment, c'est comment financer ces développements de technologies, de futurs produits, et comment accompagner, on va dire, les États qui sont en difficulté parfois pour financer tout ce qu'ils ont envie de faire, et comment nous-mêmes on peut contribuer à le financer. Alors je pense qu'on a tous des leviers un peu différents pour y contribuer selon la nature de nos entreprises. Pour ce qui est de Sodern, nous on réinvestit 10% de notre chiffre d'affaires dans des projets de R&D pour essayer d'anticiper les produits dont nos États ont besoin d'ici 1 ou 2 ans. C'est ce que vous appelez l'autofinancement. On va revenir sur cette question de financement qui est cruciale. De votre côté, cette tension, cette mobilisation qu'on a pu voir notamment le 20 mars, vous la sentez peut-être dans votre activité, dans vos carnets de commandes déjà? Effectivement, on voit bien qu'il y a une volonté que le spatial occupe une position et une place plus importante. La militarisation de l'espace, c'est un vrai sujet. On est malgré tout confronté, et on le sait, à des difficultés budgétaires, comme le disait Vincent, et surtout de libération de budget et d'arbitrage. Donc on est face à ça malgré tout. Les idées, on les a, c'est-à-dire que l'industrie est assez pushy, je dirais, sur les technologies qu'elle est capable de mettre en œuvre, parce qu'elle a compris effectivement ses intérêts et ses enjeux. Donc il faut qu'on arrive à relier, je dirais, ses capacités à proposer des solutions innovantes. Et l'innovation, c'est pas que dans la technologie, ça peut être dans les concepts opérationnels, ça peut être dans la manière de vendre un sujet, en format service et pas nécessairement en format infrastructure ou d'autres modes de fonctionnement. Et donc oui, il faut qu'on arrive à relier tout ça. C'est probablement l'enjeu de 2025 pour qu'en 2026, on puisse vraiment déployer quelque chose de cohérent vis-à-vis des ambitions militaires. C'est quelque chose que vous ressentez aussi chez Aldoria? Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais d'abord insister sur le rôle central que joue l'espace dans les théâtres d'opération actuels. On l'a vu avec l'Ukraine, les satellites ne sont pas seulement des actifs stratégiques, mais sont des objets qui servent les forces dans les opérations. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau et qui devient central dans la manière de faire la guerre aujourd'hui. Dès lors, les satellites qui fournissent ces services pour les forces deviennent des cibles. Et donc les moyens d'action dans l'espace deviennent stratégiques et deviennent partie intégrante du conflit. Ce printemps, on a assisté à des démonstrations de force de plusieurs puissances spatiales qui vont au-delà de ce que l'Europe a été en capacité de démontrer ces dernières décennies. Pour illustrer mon propos, je voudrais simplement parler de la fin de la mission MEV1 de Northrop Grumman. C'est une mission commerciale qui vise à étendre la durée de vie d'un satellite de télécommunication stationnaire. Le satellite client, un satellite Intelsat, a été relâché sur une orbite cimetière et le satellite le satellite serviceur de Northrop Grumman est revenu sur l'orbite géostationnaire pour aller servir un autre satellite. Ce sont des capacités d'action, de mobilité dans l'espace qui sont essentielles aujourd'hui pour faire la guerre et l'Europe est un peu en retard de ce point de vue-là.
on a publié le mois dernier un rapport sur les capacités chinoises qui se développent de manière extrêmement importante. Aujourd'hui, la Chine a des satellites qui viennent parcourir l'orbite géostationnaire en permanence pour pouvoir venir surveiller, évidemment, mais également agir, puisqu'ils l'ont démontré, dans l'espace si nécessaire. Donc je pense que c'est vraiment ça le point de départ de la réflexion qu'on a aujourd'hui sur l'accélération du déploiement dans l'espace. Je crois que la menace géostationnaire avait été à peu près bien identifiée lors de la dernière stratégie de défense spatiale 2019 de mémoire. Et encore aujourd'hui, donc cette menace-là, on l'avait anticipée, ça avait conduit à faire des programmes comme le programme Yoda, avec un satellite qui est fait par Emeria. Donc on est en train de répondre à cette analyse de la menace, mais en plus la menace elle évolue, c'est-à-dire qu'elle est non seulement géostationnaire, mais de plus en plus on entend en orbite basse des capacités de manœuvre, et c'est des choses qui semblaient vraiment ésotériques il y a 5 ans, et qui aujourd'hui deviennent réelles, et qui nécessitent toujours de s'adapter sur les réponses pour surveiller et pour contrer ces nouvelles menaces-là. Et ça, il a fallu ces conflits récents pour se rendre compte qu'on manquait en fait de technologie en Europe, où on savait déjà qu'on arrivait sur une échéance quand même où il allait falloir se réinventer. Je dirais que ce n'est pas forcément un manque de technologie, c'est un manque de moyens opérationnels. Et ça rejoint la question des investissements. Je voudrais rebondir sur ce que disait Nicolas tout à l'heure. Le modèle des services est extrêmement intéressant pour servir de levier finalement. C'est-à-dire que si le ministère ou un partenaire industriel est capable de s'engager sur le service sur 1 an ou sur plusieurs années, eh bien, ça permet à des entreprises comme Aldoria ou d'autres de réaliser les investissements, de mobiliser les actionnaires pour pouvoir déployer cette capacité qui ensuite va être rentabilisée sur la durée sans que le ministère ait à réaliser l'investissement pour démarrer le programme. Oui, et il y a finalement, on a ce besoin souverain de s'équiper pour se défendre, voire attaquer, sachant qu'on parle de l'orbite géostationnaire, on parle de l'orbite basse, mais du sol aussi. Depuis le sol, on attaque les satellites. Les satellites peuvent effectivement avoir des effets sur le sol aussi. Donc, il y a un besoin souverain, mais il y a un besoin européen. Et comment on arrive à intégrer, je dirais, une démarche souveraine qui est absolument nécessaire, tout en s'ouvrant, en consolidant, je dirais, une Europe de la défense qui est aussi un enjeu, parce qu'évidemment, on ne peut pas imaginer avancer sans avoir conscience de cet enjeu européen. Donc on parle de quoi? On parle d'interopérabilité? C'est un enjeu de savoir si une infrastructure spatiale de défense est représentée par, on va dire, 5 technologies ou 5 outils complémentaires. Est-ce que chaque pays en fait un, ou est-ce que chaque pays fait un peu de chaque et fait de l'interopérabilité? C'est une vraie question. Ça, c'est un choix, mais... Alors, si je peux me permettre, c'est un sujet, cette interopérabilité, mais oui, aussi de répartir les tâches en Europe avec l'Europe spatiale. C'est un sujet qui est peut-être un peu touchy. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas aussi ce qui est pointé du doigt quand on parle de lenteur de l'Europe spatiale? Vincent? Vous passez la balle judicieusement? Alors, moi, aujourd'hui, on n'a pas les moyens en France de financer une souveraineté sur tous les sujets. Bon, on peut partir de là, de se dire de toute façon, on est incapable de le faire. Donc, on a plutôt envie de s'associer avec les pays les plus proches politiquement, culturellement, qui sont les pays européens. Donc, on devrait tous être tentés d'aller vers ça. La difficulté, c'est que chaque pays, et c'est légitime, veut avoir sa propre autonomie, sa propre industrie qui travaille pour lui. Et c'est là où on a le risque de rentrer dans la compétition à tout crin. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché européen, le niveau de compétition est démesuré par rapport à la taille du marché. On parle de fragmentation de l'industrie au niveau européen. Et donc chaque pays qui essaie de défendre son industrie locale contribue à des compétitions, des lenteurs, des inefficacités au niveau européen. Bon, je crois qu'il faut accepter qu'il puisse y avoir des compétitions. Des fois, ça peut permettre d'accélérer. Mais il ne faut pas qu'elles soient démesurées. Il faut qu'on puisse trouver aussi, d'un point de vue industriel, des modèles économiques qui fonctionnent. Et si à chaque projet, à chaque compétition, c'est l'industriel qui se saigne pour absolument gagner le contrat, la possibilité à la fin de faire des marges et de rentabiliser les investissements est faible. Ouais. Et si vous n'avez pas la prévision de rentabiliser vos investissements, ça réduit les investissements. Bien sûr. Et donc non seulement les pays ont du mal à investir, mais en plus les industriels ont du mal à investir. Donc il faut qu'on trouve une solution pour organiser l'industrie
Et c'est aussi la responsabilité de l'industrie de travailler à essayer de se coordonner, à s'associer, à faire des partenariats. On voit beaucoup de rapprochements entre opérateurs de satellites en ce moment. Au niveau industriel, on entend parler d'un certain nombre de projets aussi. C'est comment est-ce que l'industrie s'organise pour aider les États à mieux coordonner leurs investissements. Quand le ministre de l'économie et le ministre des armées annoncent 1,7 milliard pour relancer l'armement et fait appel aux acteurs privés pour se mobiliser, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça évoque le fait... Alors on a une LPM qui est globalement en croissance, on entend ce genre de discours qui est très volontariste sur les efforts de défense. Après, aujourd'hui, on ne voit pas forcément... on a beaucoup de propositions en cours qui ont du mal à déboucher. D'accord. De la part de l'État ? Oui. Après, ça peut être via des industriels ou via l'État directement. Donc nous, on a ces difficultés-là depuis plusieurs mois. Malgré tout, il faut aussi qu'on réfléchisse à comment accompagner le nouveau modèle, le nouvel équilibre qui est attendu par le ministère des Armées, qui attend des industriels de plus investir, et en croyant sur les effets de la LPM à moyen terme. Donc, voilà, donc on est un peu là-dessus. Après, pour investir, il faut avoir de la marge à réinvestir. Donc c'est comment on amorce la pompe. Oui. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, c'est un modèle intéressant qu'évoque Vincent, parce que dans un modèle où on doit co-investir, on co-investit, mais ça veut dire qu'on choisit aussi un peu le produit qu'on développe. Et donc ça veut dire que le ministère des Armées doit être aussi enclin d'acheter ce qui existe un peu sur étagère, ou en tout cas ce que l'industrie propose, puisque si elle doit co-investir, ça veut dire qu'elle a basé son co-investissement sur un business plan qui ne tient pas comme ministère des Armées. Et donc la solution, il faut aussi prendre un peu ce qui existe et changer ce modèle de spécification qui est, on le connaît, extrêmement gourmand, en ressources, en énergie, en coûts, et donc de changer un peu, de breaker un peu ce modèle pour aller vers ce que l'industrie propose. Et ça, c'est un modèle qui doit... Je crois que le spatial a un peu plus l'expérience de ces cofinancements que la défense. Oui. Dans le spatial, ça fait longtemps qu'on développe des produits avec des cofinancements et où on met nous-mêmes une bonne partie de l'investissement. Et finalement, c'est un peu cette approche-là qui aujourd'hui, on sent qu'elle est attendue côté ministère des Armées, c'est d'avoir cette approche de co-investissement où on prendrait nous-mêmes une partie des risques en cherchant un marché qui est plus large que le marché purement français. Mais pour ça, il faut avoir les reins solides. Ça veut dire que vous l'avez dit, vous êtes des acteurs aussi historiques qui avons l'habitude de ces systèmes de financement. Est-ce que de votre côté, par exemple, Laurent Luquen avec Aldoria, c'est des systèmes de financement qui vous paraissent viables ? Effectivement, il y a un changement de paradigme d'une logique de programme vers une logique de produit. Et je pense que d'un point de vue industriel, c'est extrêmement important d'avoir du produit parce qu'on contrôle la marge. Sur un programme, globalement, c'est des cost plus, c'est une marge qui est contrôlée par le client. Et ça, c'est pas bon pour les actionnaires quelque part. Donc cette logique de produit, elle est plus vertueuse d'un point de vue économique et elle permet d'une part, porter une vision, et donc embarquer tout un écosystème du financement qui passe des subventions publiques jusqu'à des fonds privés de venture qui peuvent entrer au capital de la société, et ensuite délivrer un produit qui effectivement répond aux besoins du ministère des Armées, peut-être pas à 100%, peut-être à 80%, mais qui va aussi correspondre aux besoins d'autres pays européens, de la Commission européenne, et puis sur un segment du marché commercial. Voilà, donc c'est vraiment, je pense, cette équation que des acteurs émergents comme nous cherchent à trouver, et c'est aussi là où on converge avec des acteurs comme Emeria et comme Ariane Group et Sodern. Alors il faut qu'on s'accroche parce qu'on a de nouveau une démonstration aérienne. On est au Bourget, vous le savez, dans 55e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Donc on a évidemment des engins. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez et peut-être sur ce que vous disiez aussi tout à l'heure, est-ce que... à quel point on peut se projeter sur ces carnets de commandes, par exemple, du ministère des Armées, qui vont être quand même cruciaux changer les paradigmes, aller plutôt vers le produit que vers une commande, ça paraît crucial. Mais est-ce qu'on a assez de demandes dans l'avenir ? Vous parliez du rôle essentiel de l'espace. Est-ce que l'espace va arriver à se rendre indispensable de cette façon-là ? Moi, je pense que la meilleure manière de servir l'État, c'est que l'État soit un client parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une thèse d'investissement qui ne soit soutenue
à part la dissuasion, évidemment, qui est un monde dans le monde. Mais si on quitte celui-ci, on le voit bien, le ministère des Armées adresse l'espace de plus en plus comme étant « je ne veux pas être le seul client de la technologie, je ne veux même pas forcément détenir l'objet, je préfère à la limite acheter le service associé ». Et donc ça, je dirais, ça change un petit peu la logique économique que pouvaient avoir les entreprises du spatial il y a encore 15 ou 20 ans, dans lequel nous étions tous, donc il n'y a pas de jugement de valeur. Mais on ne peut plus être dépendant du ministère des Armées ou même des institutions françaises en général. Ça nous oblige à faire des technologies qui s'exportent et de trouver un bon compromis entre les besoins de l'État français et les besoins à l'étranger, ce qui n'est pas plus mal accessoirement, puisque ça peut laisser imaginer qu'on est la promotion Space Force Approved, c'est-à-dire utilisée par les forces françaises. Cette notion de label, exactement, pour qui mieux porterait les investissements et se vendre à l'étranger. Pour ouvrir les marchés. L'espace au cœur des problématiques de défense. Vous travaillez sur cette dualité, c'est-à-dire que vous ne faites pas chez Sodern que des produits dédiés à l'espace. Oui, alors on est effectivement très inspiré du modèle dual. On fait des viseurs d'étoiles qui aident les satellites à s'orienter dans l'espace. C'est des petites caméras. C'est une technologie profondément duale parce qu'elle équipe aussi le M51. Donc voilà, donc la dissuasion dont parlait Nicolas tout à l'heure, c'est effectivement des projets avec des compétences très spécifiques qu'on ne vendra jamais ailleurs et qui nécessitent quand même un certain nombre de financements pour un client qui est le seul client, qui est le ministère des Armées. Donc il y a ce modèle-là sur la dissuasion, sans doute sur... on peut penser aux porte-avions ou sur des objets qu'on a du mal à exporter en tant que tels. Il y aura besoin d'avoir ces grands programmes tirés par la DGA, et comme elle sait très bien le faire. Sur le sujet des équipements, après, c'est là où il y a un équilibre à trouver entre des cofinancements, inciter les industriels à financer des produits. Aujourd'hui, le viseur d'étoiles, avec la R&D qu'on a mis nous, en addition de ce que le ministère des Armées nous a aussi confié dans le cadre d'un programme d'études amont, on arrive aujourd'hui à démontrer des viseurs d'étoiles. C'est une présentation qu'on fait au Bourget, qui voit les étoiles de jour et qui permet de faire de la navigation sur Terre, pas dans l'espace, grâce aux étoiles de jour comme de nuit, et donc de naviguer sans GPS, qui est un autre besoin des armées, et où on va retrouver un modèle dual autour d'une même technologie, grâce au financement de l'État et au financement privé qu'on vient rajouter sur les financements de l'État. Et on a aujourd'hui un produit qu'on commercialise et qui un jour sera peut-être vendu directement à l'État s'il l'achète via les maîtres d'œuvre français ou étrangers qu'on connaît bien. On comprend bien le rôle des technologies, c'est important qu'on fasse aussi un tour de table pour comprendre ce que vous proposez, quel rôle ça peut jouer. Vous parliez d'un rôle crucial. Comment les technologies d'Aldoria peuvent jouer un rôle aujourd'hui dans la défense spatiale ? Nous, chez Aldoria, on propose des solutions de surveillance de l'espace et de sécurité des opérations spatiales qui sont, qui sont un vecteur d'autonomie d'appréciation. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de savoir ce qui se passe dans l'espace, à quoi bon agir dans l'espace ? Il vaut mieux s'appuyer sur les armes des alliés si au moins on maîtrise l'information et on est capable d'actionner une opération en maîtrisant vraiment toute la chaîne qui a permis de produire l'information. Donc voilà, nous on propose une solution de surveillance qui va de l'orbite basse jusqu'à l'orbite géostationnaire, qui permet de la veille, c'est-à-dire détecter des objets inconnus, détecter des débris. Donc il y a évidemment la dualité qui est au cœur de notre modèle, et jusqu'à l'orbite géostationnaire avec les gros satellites, en passant par les orbites des satellites GNSS. Donc on a déployé un réseau de capteurs sur 5 continents. On a aujourd'hui 19 télescopes opérationnels. On en aura un peu moins de 25 à la fin de l'année. Donc c'est un réseau qui commence à être relativement dense et qui est une capacité unique dans sa diversité et dans la qualité du service. Aujourd'hui, on est reconnu par l'Union européenne. On est un des principaux fournisseurs de données de surveillance de l'Union européenne. On parlait tout à l'heure de capacités communes et d'échelons européens versus national. Nous, on a vraiment réussi à construire avec l'Union européenne et avec les principaux États membres, un modèle où il y a un service de données commun qui bénéficie à la communauté, enfin à l'ensemble des États membres,
sur lequel les pays peuvent développer des capacités supplémentaires, avoir des informations encore plus précises, encore plus fines, de par leurs investissements nationaux ou en s'appuyant sur d'autres partenaires commerciaux. Ça fait partie de la stratégie de la Commission européenne, hein, de créer cette espèce de base de données, ce partage de communication, d'informations, pour optimiser la défense spatiale au niveau européen. Chez Emeria, vous pouvez nous dire un mot de vos technologies et du rôle qu'elles peuvent prendre pour qu'on prenne la mesure dans la défense spatiale? Bien sûr. Je ne vais pas vous donner tout le panorama de ce qu'on fait parce qu'on est assez, voilà, on est assez multidomaine. En revanche, si je zoome sur les actualités du moment sur le spatial de défense, on est dans l'action dans l'espace, on est dans la surveillance de l'espace. D'accord ? Donc la surveillance de l'espace, on a une technologie qui est complémentaire de celle de Romain, qui est une technologie radar, le radar grave. Donc en fait, on a fait l'acquisition d'une entreprise il y a quelques mois maintenant, qui utilise effectivement le signal grave souverain pour la création d'un catalogue d'objets en orbite basse civile. Donc ce catalogue, on peut le promouvoir et le vendre à l'international. Ça, c'est le premier élément. Et c'est encore une fois tout à fait complémentaire des activités optiques de Romain. On a l'action dans l'espace. L'action dans l'espace, c'est des satellites en orbite géostationnaire ou en orbite LEO qui sont soit munis de capteurs de surveillance de l'espace, soit munis d'effecteurs. Donc l'effecteur, c'est pour avoir un effet sur le satellite en face, de nature à le brouiller, l'aveugler. On n'en est pas encore à ce stade à l'abîmer, parce qu'on va y aller crescendo, mais en tout cas c'est ça qu'on propose comme solution. Et on a aussi des technologies sol basées sur nos tourelles qui nous permettent effectivement de jouer un rôle dans la surveillance de l'espace avec des moyens optiques très poussés. Donc on a cette capacité de voir les objets sur l'orbite basse et donc d'en définir la forme et donc d'en définir la mission. Et puis capacité à embarquer un laser, pareil, de neutralisation des satellites. Donc on a tout un portefeuille et je terminerai par la THA, la très haute altitude. Il y aura des annonces dans la semaine qui effectivement seront importantes, qui permettront de montrer que la THA est devenue un des éléments jugés absolument clés par l'armée de l'air et de l'espace comme étant un nouveau théâtre en complément du spatial. Encore un autre. À quel point on parle de théâtre des opérations, à quel point l'espace dans les prochaines années va être un théâtre crucial des opérations? Alors, l'objet de ma question, c'est plutôt de me demander, est-ce qu'on a aussi intérêt à décloisonner un tout petit peu les produits de la défense spatiale du reste des activités pour sécuriser vos activités? Alors, bon, je ne sais pas si je pourrais répondre à toute la question, mais aujourd'hui, le spatial est vraiment au cœur des opérations. Je crois que les derniers exercices militaires qui ont été faits, Astérix, exactement, qui ont ont montré années. toute l'interconnexion de l'infrastructure spatiale et des systèmes au sol ou dans les airs, des systèmes d'armes. Tout ça est très interconnecté, que ce soit la localisation, l'observation de la Terre, le renseignement, les télécoms, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le spatial, on l'a dit au début, est menacé comme jamais il n'a été, et à la cible d'un certain nombre de menaces physiques, de brouillage. Et aujourd'hui, quand on est sur un théâtre comme le théâtre en Ukraine, il n'y a plus de GPS, les communications sont compliquées, tout est brouillé, le niveau de brouillage est extrêmement intense. Et donc il faudra quand même faire attention à ce que le spatial qui apporte des solutions un peu magiques, position GPS ou Galileo, au mètre près, toutes les secondes, avec une précision incroyable, on est très habitué à ce qu'elle soit disponible, mais quand elle ne l'est plus, il faut qu'on soit quand même résilient. Ouais. C'est pour ça que nous, on essaie de travailler sur ces solutions d'équipement embarqués qui soient autonomes et non dépendants des satellites. Alors, ce n'est pas la même performance. C'est forcément un retour un peu en arrière sur la perfo et c'est un équipement en plus à rajouter sur les avions, sur les véhicules, sur les bateaux. Mais c'est un moyen d'être résilient le jour où le spatial n'est plus disponible, ce qui, dans les scénarios, est quelque chose de plus en plus crédible, malheureusement, à l'avenir. Dernier tour de table avant de terminer. Le président de la République, je le disais en introduction, doit partager sa stratégie spatiale. Qu'est-ce que vous en attendez, tous les trois? On peut commencer avec vous, Romain Luquen.
Oui, je pense que la sécurité, la résilience de l'espace, c'est un axe qui doit être central pour cette nouvelle stratégie spatiale. Donc moi, j'espère que ce sera pris en compte. Et je pense les services du haut, qu'il y ait une vraie réflexion autour des services du haut et pas seulement de l'achat patrimonial. Je pense que c'est une évolution importante qu'il est nécessaire maintenant d'ancrer dans les esprits et dans la stratégie nationale. Et puis peut-être enfin, puisqu'on est dans un contexte budgétaire un peu contraint et que c'est un petit peu le contexte de l'émission, peut-être quelques choix forts qui permettront de tracer des priorités et de faire aboutir des objectifs capacitaires qu'on se fixe ensemble. Un choix fort, Nicolas Hamilton, ce serait quoi? Un choix fort de cette stratégie spatiale française qui est attendue serait effectivement d'avoir un mix subtil et intelligent entre des besoins nationaux et donc savoir nourrir ces besoins souverains tout en sachant faire vivre ces enjeux, ces objectifs avec la volonté de défendre une Europe de la défense. Je pense que c'est hyper important. Et aussi l'orienter business. On reste des entreprises et donc cette stratégie doit permettre aux industriels français d'exister sur la scène internationale et de passer un cap qui fait qu'on est meilleur que les autres et qu'on sache vraiment s'exporter. Mais comme le dit très bien Romain, choisir c'est renoncer. Donc à un moment donné, on a, je pense, ces dernières années avec France 2030 et d'autres sujets essaimés de manière très volontaire et c'était aussi une capacité à challenger l'écosystème. Je pense que maintenant il faut revenir à quelque chose d'assez rationnel et forcer les sociétés à choisir et peut-être en partie à se réunir. C'est le sujet brûlant. Vous voulez conclure sur ce sujet, Vincent? Oui, alors moi je suis complètement d'accord. Un industriel, quand il n'a plus la capacité de financer tout ce qu'il veut faire, il fait des choix. Il arrête des choses et il dit voilà, je vais me focaliser sur ce sujet sur lequel je suis un peu meilleur que les autres, sur lequel il y a un marché, il y a un potentiel, sur lequel j'ai des besoins forts en tant que pays. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer pour pouvoir être bon. Parce qu'en fait, à vouloir être bon partout, on est bon nulle part. Et donc moi je suis assez convaincu que la stratégie nationale de défense, elle doit nous dire là où on doit être bon et là où on accepte d'être moins bon par rapport aux moyens qui sont mis en place au niveau national. Et la deuxième chose, c'est sans doute une politique industrielle. C'était un peu ce que tu disais Nicolas, c'est accepter ce choix-là, il est à faire éventuellement sur des grandes capacités, mais il peut être fait aussi sur des capacités industrielles, de dire ça je veux absolument que ce soit en France, ça je suis prêt à dépendre d'un fournisseur européen sur ce sujet-là. Choisir ou renoncer. Voilà, mais aussi sur la politique industrielle, parce que ça peut influencer les industriels, y compris français, dans des stratégies industrielles au niveau européen et orienter les choix industriels. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des choix à faire sur les grandes capacités et sans doute des choix à faire en termes de politique industrielle et à partager avec des industriels français de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes adapter leur stratégie. Réponse ce vendredi au Bourget. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce sujet de la défense spatiale. On se retrouve quant à nous très vite sur Bismart pour votre rendez-vous dédié au secteur spatial Smart Space. À bientôt.